Bienvenue dans le podcast Trends Bourse avec un regard sur l'actualité économique et vos investissements par Gaël Poncelet, journaliste chez Canal Z, et Guy Legrand, journaliste chez Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de ING. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Trends Bourse. Un épisode un peu spécial cette semaine puisque je n'ai pas un, mais deux invités. Vincent Juvin, que vous connaissez déjà, stratégiste pour ING, et puis Frédéric Dejean, Chief Investment Officer, comme on dit, pour ING également. Bonjour à tous les deux. Alors, je suis vraiment contente de vous avoir. On va vraiment pouvoir décortiquer un petit peu l'actualité boursière. Je voudrais commencer avec vous, Vincent. On évoquait il y a 15 jours cette saison des résultats avec une grosse attente au niveau des valeurs technologiques. Est-ce qu'on peut déjà faire un petit point ? Alors, c'est encore un peu tôt sur les valeurs technologiques spécifiquement, mais la saison de publication de résultats bat son plein. On a déjà 25% de la market cap qui a publié ses résultats, essentiellement des bancaires. D'ailleurs, les résultats étaient plutôt au rendez-vous puisqu'on a une croissance bénéficiaire qui, sur ces valeurs, dépasse les 20%. La grosse semaine, c'est évidemment cette semaine pour les valeurs technologiques. Et là, on attendra évidemment d'avoir les résultats avant de se prononcer, mais les attentes sont élevées. On s'attend aussi pour ce secteur une croissance bénéficiaire au-delà de 20%, encore une fois. Ces valeurs sont pricées pour la perfection, donc elles sont évidemment attendues au tournant, mais jusqu'ici, ça s'est plutôt bien passé. De manière générale, qu'est-ce qu'on peut dire de cette saison des résultats finalement ? Plutôt bonne jusqu'ici, mais encore trop tôt pour se prononcer définitivement. Et puis surtout que les États-Unis gardent l'avantage grâce à un secteur technologique fort, mais grâce également à d'autres secteurs, et encore une fois les bancaires qui bénéficient aujourd'hui d'une régulation qui peut parfois être plus souple aux États-Unis et qui en profitent également pour réaliser d'excellents résultats. Donc, so far, so good, ça nous conforte plutôt dans l'idée de rester investis sur les bourses, choix que nous continuons de faire à l'ING Investment Office. Alors, justement, à l'ING Investment Office, il y a vous, Frédéric, dans un objectif vraiment de voir au mieux où sont les attentes et où sont les opportunités. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce côté-là, justement, à l'instant T ? Oui, alors c'est une année très intéressante, en fait, au niveau des constructions de portefeuille, parce qu'on a vu beaucoup de mouvements au sein des asset classes, notamment aux États-Unis et en Europe, avec de belles performances en monnaie locale dans chacune des bourses. Mais en fait, en réalité, quand on traduit ça pour un investisseur européen en euros, c'est très différent. En fait, l'image est très différente puisque quand on traduit en euros, le marché américain n'a pas fait grand-chose depuis le début de l'année. L'Europe a très bien performé. Et en fait, les obligations ont également plutôt bien performé, de nouveau en euros. Si bien que dans un portefeuille typiquement balancé, les deux drivers de performance que sont les obligations et les actions, voire les matières premières, les commodities, en fait, ont toutes bien amené de la performance, en fait. Et donc, c'était une année intéressante pour rester quelque part neutre dans son allocation tactique, ce qu'on a fait chez nous par ailleurs. Il y avait pas mal d'éléments de risque par rapport aux actions, donc il fallait pas être non plus sans couverture, j'ai envie de dire. Et donc c'était important d'être neutre. Et dans ce cadre-là, comment est-ce qu'on génère de la performance, parce que à la fin c'est quand même ça qui compte. Il y a plusieurs éléments qui permettent de faire de la performance en dépit du fait qu'on soit neutre sur les différents assets de classe. C'est justement l'allocation tactique au niveau régional ou au niveau des secteurs, comme tu le disais très bien, Vincent. Alors, également, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a moyen de générer beaucoup de performance en choisissant soit les bonnes actions ou les bons trackers, s'ils sont actifs, ou bien même les bons fonds sous-jacents des fonds actifs. Ça, c'est le deuxième grand driver de performance. Il y a un troisième driver de performance, cette année en tout cas, en 2025, qui a très très bien fonctionné, c'est le fait de se couvrir par rapport au dollar, donc de faire du hedging finalement. Ce sont trois éléments qui ont permis de générer beaucoup de performance en dépit du fait qu'il fallait rester plutôt neutre en fait en allocation tactique, puisque aussi bien les obligations que les actions, en fait, en euros, je rappelle bien ça, ont performé de manière plus ou moins, pas équivalente, mais en tout cas dans la même direction. Alors, on parle de se couvrir entre autres face au dollar. Ça me permet de faire un tout petit rebond sur l'or et ce qui arrive à l'or en ce moment. C'est vrai qu'on a vu cet or exploser ces derniers mois, record sur record. Et là, ces derniers jours, marche arrière, moins 7%. Pourquoi ? Je ne sais pas qui veut répondre, mais pourquoi ? Alors, c'est un bon lien avec le dollar, puisque alors Fred évoquait le fait qu'on se couvre contre le dollar. On le fait évidemment en se couvrant techniquement contre une
dépréciation du dollar, mais on peut le faire également de manière, je dirais, alternative, avec une exposition à l'or qui affiche une corrélation négative avec le dollar. Pourquoi? Évidemment, c'est que les banques centrales qui essaient de diversifier leurs réserves de change aujourd'hui sont plutôt vendeuses de dollars, acheteuses d'or. Et clairement, c'est l'actif qui est plébiscité par les banques centrales aujourd'hui pour se désensibiliser au dollar. Alors, vous l'avez évoqué, on a eu un record cette année, après 3 années de marché haussier, il faut quand même le signaler, à 4 300 $ l'once. Aujourd'hui, finalement, on a un léger repli dans un mouvement haussier, qui est plutôt le fait d'acteurs spéculatifs, type fonds spéculatifs et ainsi de suite, qui ont pris leur profit sur l'or. Mais le mouvement sous-jacent reste par contre bien présent, c'est-à-dire que dans le monde émergent, le besoin en tout cas de diversifier ses réserves de change reste bien présent. Il y a fort à parier que les tensions entre la Chine et les États-Unis perdurent pendant encore bien longtemps. La Chine, dès lors, doit être vigilante au fait que ces dollars peuvent être gelés, confisqués à tout moment, ou qu'on peut tout simplement lui interdire de traiter en dollars. Il lui faut donc des actifs ou des devises sur lesquels elle a évidemment en tout cas la main. L'or est évidemment une classe d'actifs qui est parfaite à cet égard-là. C'est la raison pour laquelle on pense que, indépendamment de ce trou d'air passager qu'on a actuellement, les acheteurs buy and hold structurels d'or vont le rester sans doute, et donc ce mouvement haussier va perdurer. Mais au-delà de la performance et du mouvement haussier, c'est vraiment les deux variables sont intéressantes. Ça à la fois ajoute de la performance, mais surtout ça ajoute de la robustesse au portefeuille, puis ça nous permet de nous protéger contre les fluctuations du dollar et de l'apporter de la diversification. Donc, c'est vrai que plus que jamais, avoir quelques pourcents d'or en portefeuille, c'est quelque chose qui se justifie pleinement aujourd'hui dans le monde multipolaire dans lequel on opère et on investit au quotidien. Un monde multipolaire avec une instabilité géopolitique qui est quand même prépondérante, de plus en plus marquée, en tout cas point de vue journalistique. On sait que les marchés sont très sensibles à l'instabilité géopolitique. Étrangement, pour le moment, on a l'impression qu'ils distinguent parfaitement la géopolitique, les résultats d'entreprise et qu'on parvient à maintenir une bourse d'excellente humeur. Comment on explique ça? Je pense qu'un élément qui va peut-être un peu à l'encontre de ce que vous dites, c'est justement le fait que l'or fonctionne très très bien. Le fait que l'or monte si fort et si vite, quelque part, est une sorte de défiance de certains opérateurs financiers par rapport justement à ce qui se passe. C'est un peu se protéger d'une future crise, peut-être, peut-être pas, on verra, mais en tout cas qui est un élément important quand on considère, en particulier, je pense, les monnaies. Enfin, je parle de l'or ici. Si l'or monte si fort, c'est qu'il y a une défiance par rapport au système monétaire général, peut-être, par rapport au dollar. Notamment, on sait que Trump veut l'affaiblir. Et donc, certainement, certaines banques centrales veulent s'en protéger en achetant de l'or. Donc, en effet, d'un point de vue peut-être, quand on regarde les bourses, effectivement, on peut se dire, tiens, mais tout va bien. Mais en réalité, ne soyons pas aveugles par rapport aux risques. Il y a des risques géopolitiques notoires. L'Ukraine, évidemment, la guerre en Ukraine, certainement, mais les tensions, la déglobalisation, en fait, en tout cas la déglobalisation comme on la connaît, parce qu'il y aura une nouvelle forme de globalisation qui est en train de se mettre en place. Et donc, pour le moment, on est plutôt en phase d'observation et on espère qu'on va passer de cet ancien monde totalement globalisé à ce nouveau monde globalisé, mais différemment. On espère que ça va se passer correctement. Pour le moment, le marché a tendance à dire oui, on y arrive, on va trouver un nouvel équilibre. Et on est plutôt, le marché, je dirais, plutôt optimiste par rapport à ça. Mais le fait que l'or monte si fort, en quelque sorte, ça doit nous permettre de rester éveillés par rapport au développement. Donc, je dirais qu'effectivement, le marché est optimiste, mais un peu de méfiance malgré tout. Ça reste une petite sonnette d'alarme. Oui, et si je peux me permettre, c'est vrai qu'avec Frédéric, on a beaucoup communiqué dans nos perspectives, en tout cas économiques et financières, avec un titre qui était « Espérer le meilleur en se préparant pour le pire ». Et c'est vraiment ce qui a animé et ce qui a vraiment le fil rouge de notre gestion d'actifs. Rester investi sur les marchés d'actions neutre en exposition au marché d'actions, mais très actif en termes régionaux et sectoriels, et en même temps se préparer pour le pire, en ayant cet or, évidemment, qu'on conservait avec une pondération légèrement plus élevée que ce qu'on avait habituellement, et ça nous a permis réellement de bien naviguer dans cet environnement incertain. ING va publier ses perspectives d'ici la fin de l'année. Est-ce que j'ai le droit de vous demander un bref aperçu des grandes lignes, en tout cas, peut-être de thèmes auxquels il faut rester vigilant ou de thèmes vers lesquels il faudrait peut-être se diriger en se disant que là, on a confiance? Alors moi, il y en a un avec certitude, c'est qu'aujourd'hui, on a une inflation à 2% en zone euro et que vous avez entre 1 et 1,3% de rendement sur votre compte épargne.
Donc, s'il y a bien une certitude pour 2026, c'est qu'il faut fuir le cash à tout prix. Même s'il y a évidemment beaucoup d'incertitudes, la seule certitude, c'est que vous restez en cash, vous perdez du pouvoir d'achat. Donc, l'obligation de mettre ce cash en action sur les marchés financiers, ou de le dépenser d'ailleurs, elle est là. Et je pense que malgré les incertitudes auxquelles on est confronté, on a pu évoquer, en tout cas, un certain nombre de pistes qui, pour ces épargnants à la recherche d'options, il y en a, en tout cas, à mon sens, pas mal actuellement, et même pour aborder les marchés financiers de manière défensive. Je ne sais pas ce que tu en penses, Fred. Oui, non, tout à fait. Il faut rester certainement attentif dans le monde dans lequel on est, qui va dans beaucoup de directions différentes, avec parfois des acteurs, on ne peut pas dire qu'ils soient irrationnels, mais quand même, quand on a un Trump en face de soi, naturellement, on a parfois du mal à le suivre, mais néanmoins, il applique à la lettre le programme qu'il avait annoncé. Donc, on peut déjà avoir un peu une perspective de ce que va être 2026, s'il suit son calendrier finalement. Mais je dirais surtout une chose au niveau de la gestion des portefeuilles en tant que tel, c'est qu'il faut certainement rester intelligemment diversifié, et je souligne intelligemment. Il ne faut pas acheter nécessairement plusieurs produits, mais qui font la même chose. Justement, il faut construire son portefeuille comme un puzzle en utilisant les meilleures pièces qui vont le mieux ensemble. Et surtout, ce puzzle est dynamique. L'image change et donc il faut parfois changer les pièces. Et ça, c'est très important, c'est que par moment, il va falloir changer certains éléments de ce puzzle pour rester bien en ligne avec le marché. Enfin, j'ai envie de dire que 2026, c'est une année qui va être un peu particulière, puisqu'il y a les élections midterm qui sont en deuxième partie d'année aux États-Unis, qui pourraient avoir un élément, un impact en tout cas certain sur l'orientation des marchés. En ce sens que pour le moment, Trump a tous les pouvoirs, à tous les niveaux. Et en effet, ces élections midterm pourraient amener un nouvel équilibre aux États-Unis. Ça reste à voir, c'est beaucoup trop tôt évidemment pour se prononcer, puisque on sait qu'en politique, il peut se passer beaucoup en un jour, et certainement les quelques jours avant les élections seront prépondérants pour voir dans quel sens tout cela va. Bon, entre-temps, on n'a pas encore vraiment d'indication. Mais ça, je pense que c'est un élément très important de l'année 2026. Alors, c'est vrai que dans cet épisode, comme on en a déjà parlé, Vincent, j'aime bien pouvoir extraire peut-être une petite leçon pour l'investisseur. Avec tout ce qui est en train de se passer en ce moment, on est dans une situation de résultat qui est assez positive. On est dans une bourse, en tout cas, de là où moi je suis, qui paraît assez positive. Petit recul de l'or, ok. Fondamentalement, quelle est la leçon que l'investisseur retient ici pour cette semaine et peut-être l'action importante à mettre en place pour faire face au futur et aux prochains jours? J'ai envie de dire, l'incertitude fait partie évidemment du quotidien des investisseurs. Je pense que cette année l'a relativement bien illustré. Je pense que garder le cap dans cet environnement d'incertitude est absolument indispensable. On l'a vu tout au long de l'année, dans des moments difficiles comme le mois d'avril, ou dans une période plus favorable actuellement. Mais enfin, on n'est pas à l'abri évidemment de mouvements de correction, comme on vient de les voir de manière quand même relativement violente sur l'or, notamment 7%, c'est pas anodin. Donc il faut évidemment se rendre compte de cela. Une semaine comme celle-ci, où on a potentiellement plus tard dans la semaine une banque centrale, la Fed, la première d'entre elles, qui s'apprête à baisser les taux, c'est aussi de se rendre compte que quelque part on est aidé, en tout cas dans nos choix d'investissement, par les banques centrales qui aujourd'hui pratiquent des politiques monétaires qui sont plus stimulantes pour l'économie, mais qui forcent également les épargnants à mettre leur cash en action. Donc, Don't Fight the Fed est certainement en tout cas un concept auquel j'aimerais faire référence cette semaine, à l'heure où la Fed s'apprête à baisser ses taux une nouvelle fois en 2025, ce qui, historiquement, dans des contextes où on n'a pas eu de récession, a été plutôt une bonne chose. Donc, dans cet océan d'incertitude, on a quand même ici, en tout cas, quelques faisceaux de certitude, c'est qu'on est a priori aidé par les banques centrales à prendre des bonnes décisions de gestion patrimoniale. Oui, on a en effet, que je ferai référence à la volatilité qu'il y a de temps en temps sur les bourses, en raison de notamment les invectives de Donald Trump, qui parfois donnent des orientations très fortes au marché. Ces derniers jours, ces dernières semaines, on doit bien avouer que ça va plutôt dans le bon sens, en tout cas pour les marchés. Et gageons que dans les prochaines semaines, on pourrait encore avoir certains dossiers qui se résolvent. Espérons évidemment les dossiers géopolitiques, mais également peut-être les tensions entre la Chine et les États-Unis qui pourraient devenir un peu moins fortes et auxquelles ce serait un gros driver pour les marchés. Donc, je dirais que restons certainement attentifs au news flow, très certainement, mais
certainement, on pourrait toujours avoir l'une ou l'autre de temps en temps mauvaise nouvelle, donc auquel il faut faire attention. Mais comme disait Vincent très bien, je pense qu'il y a un scénario à avoir en tête, il y a un fil rouge auquel il faut se tenir, même si parfois le news flow n'est pas toujours favorable. Donc, Vincent voulait encore ajouter. Oui, et j'aurais rebondir aussi sur ce qu'a évoqué Frédéric, mais en parlant de potentiels accords commerciaux sino-américains et surtout de la Chine, notamment, qui a plutôt, en tout cas, le vent en poupe sur les marchés financiers cette année. Parmi les arbitrages qu'on a pu faire, et à juste titre dans nos portefeuilles cette année, ça a été notamment de nous exposer au secteur technologique chinois. Pour les investisseurs qui nous écoutent, c'est aussi se rendre compte que dans cette nouvelle forme de globalisation que Fred évoquait, eh bien, la Chine est évidemment un maillon central, et notamment sur le secteur technologique. Donc, n'abordons pas ce secteur technologique par les seules large cap américaines. Il y a évidemment beaucoup d'opportunités dans ces marchés, et en tout cas au sein de l'Investment Office, ça fait des mois qu'on y est exposé, et je pense que c'est là aussi, en tout cas, un point d'attention que je souhaitais apporter. Une opportunité à saisir du côté de la Chine. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, Vincent, Frédéric, d'avoir fait ce podcast avec moi. C'était un vrai plaisir de vous avoir tous les deux. Et je vous dis peut-être à très bientôt. Certainement. Merci. Nous écoutons maintenant l'intervention d'un expert en investissement de ING avec son analyse de la situation économique actuelle. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons parler d'un actif qui suscite toujours autant d'intérêt, l'or. Alors depuis le 20 octobre, le métal précieux a perdu près de 7%, ce qui peut sembler préoccupant à première vue. Pourtant, nous restons convaincus de son potentiel et de sa valeur ajoutée dans une stratégie d'investissement bien diversifiée. Alors pourquoi ? Eh bien parce que cette correction, elle intervient après une envolée spectaculaire au-dessus des 4300 $ l'once, marquant une nouvelle étape dans un marché haussier qui dure depuis 3 ans. Alors cette hausse a naturellement entraîné des prises de bénéfices que nous venons de voir de la part d'investisseurs spéculatifs, notamment les hedge funds. Mais les banques centrales, qui sont les principaux acheteurs d'or, à long terme, continuent d'accumuler ce métal stratégique. Alors l'or a plus que doublé en 2 ans, mais ce rallye reste modeste comparé à celui de la fin des années 70, où le prix avait été multiplié par 4 en un peu plus d'1 an. Aujourd'hui, les fondamentaux restent solides, incertitude sur le commerce mondial, interrogation sur l'indépendance de la Réserve fédérale américaine, tensions budgétaires dans les grandes économies, autant de facteurs qui alimentent une dynamique de dévalorisation des monnaies, principalement du dollar, et renforcent l'attrait des métaux précieux. Ajoutons à cela les tensions géopolitiques, un dollar affaibli et le risque croissant de détenir des actifs libellés en dollars qui poussent les investisseurs, notamment dans les marchés émergents comme la Chine, à se tourner vers des actifs refuges. D'ailleurs, selon le FMI, la Banque populaire de Chine a doublé ses réserves d'or depuis 2014, passant de 35 à plus de 70 millions d'onces. Et pourtant, l'or ne représente aujourd'hui que 7% de ses réserves de change contre 16% en moyenne pour les principales banques centrales mondiales. La Chine a donc une marge de manœuvre importante pour continuer à renforcer ses réserves en or. Dans ce contexte, nous pensons que les prix de l'or resteront soutenue dans les prochains mois et les prochaines années. Sa performance est en outre négativement corrélée au dollar et à la plupart des classes d'actifs, ce qui en fait un excellent outil de diversification. C'est pourquoi nous visons une allocation entre 3 et 5% en or dans notre stratégie d'investissement. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouveau point sur les marchés. Voilà pour cet épisode du podcast Trends Bourse. Vous trouverez plus d'astuces, de conseils et d'analyses pour vos investissements chaque semaine dans Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de ING.